Hello Julia, bienvenue sur CEO Recto Verso. Je suis ravie de te recevoir ici. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, carrément. Bah, merci beaucoup Lola pour ton invitation. Donc, je m'appelle Julia Cantarajou, j'ai 24 ans. Je le précise parce que voilà, on me dit souvent que je suis jeune et que je fais déjà pas mal de choses pour mon âge. Et je pense que c'est quelque chose qu'on te dit souvent aussi. Donc, je trouve ça toujours important de le partager et ça peut inspirer d'autres gens aussi. Je suis conférencière. Je suis tombée là-dedans quand j'avais 16-17 ans avec les TEDx et j'ai adoré ce milieu-là. Donc, ça m'a amené à en faire mon métier et en tout cas à créer un chemin et à essayer de trouver une voie pour en faire mon métier. Et aujourd'hui, je suis, coach de conférencier. Donc justement, j'aide des femmes, entrepreneuses qui rêvent de faire des conférences, mais qui savent pas par quel bout, prendre ce projet, à écrire leur première conférence et à trouver, leurs premières opportunités. Et à côté de ça, j'ai un podcast aussi qui s'appelle, Julia Wonders et je crée du contenu notamment sur, LinkedIn depuis 5 ans maintenant. Donc voilà un petit peu, mes activités et ce que je fais au quotidien. Ça va, tu ne t'ennuies pas. C'est sûr qu'à 24 ans, avoir Non. fait tout ça, c'est déjà énorme. Et oui, effectivement, moi, 26 ans, on me dit également que je fais beaucoup de choses pour mon âge. Euh, Julia, quand on te suit aujourd'hui, on voit une femme qui est alignée, qui est solaire, qui est conférencière, tu viens de le dire, qui accompagne aussi d'autres femmes à prendre la parole. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, notamment septembre 2024 à peu près, puisque tu l'as partagé dans un post sur LinkedIn avant de faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Il y a eu un moment un peu difficile dans ton parcours. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble là-dessus? Ouais, carrément, carrément. En fait, avant de faire, mon activité, j'ai travaillé, dans une boîte qui s'appelle Ramène ta fraise, une boîte que j'adore toujours, qui aide les femmes à prendre la parole, non pas en conférence, mais sur LinkedIn. Et j'ai commencé à travailler dans cette boîte en 2023 en freelance. Après, j'ai été recrutée en alternance et à la fin de mon alternance, je me suis vraiment posé la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je me lance à mon compte, à temps plein ou est-ce que, je signe un CDI?» parce que Nina me proposait un CDI dans la boîte. Et j'ai vachement hésité parce que enfin non, au début, j'ai pas du tout hésité. En fait, au début, la réponse a été claire pour moi, c'était que toute ma vie, toute ma vie, non, j'abuse énormément. Depuis en tout cas la fin de ma prépa et le début de mes études supérieures, je m'étais tout le temps visualisée, entrepreneuse à mon compte et je me disais: «Non mais moi ce que je veux c'est voilà, pas avoir de patron, être toute seule, voilà, prendre mes propres décisions et faire entre guillemets un peu le fantasme de faire un peu ce que je veux». Et puis, en bossant avec Nina, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on bossait ensemble. À la fin de mon alternance, quand elle me propose ce CDI, en fait, sur le coup, je dis: «Non» et puis après, Heu et elle me dit un truc du genre: «Mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu acceptes? Et comment on peut faire en sorte que, ce CDI, bah, il te corresponde?» Et elle m'a posé cette question: «Comment tu peux faire en sorte que ton CDI chez Ramène ta fraise serve ta vision personnelle, pour tes projets?» Et moi, ma vision, c'était de donner des conférences, c'était, de pouvoir, enfin, avoir un impact, de pouvoir, toucher, plein de femmes, de créer des réseaux d'entrepreneurs, enfin et d'être dans la lumière aussi, tu vois? C'était un truc assez important pour moi d'avoir une reconnaissance à titre, personnel et en fait, à partir du moment où elle a ouvert cette discussion, bah, ça a changé pas mal de choses parce que je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai qu'en fait, la première offre qu'elle me proposait, c'était un CDI en tant que responsable marketing» et à partir du moment où elle m'a dit: «Bah, comment ça peut s'intégrer dans ta vision?» je me suis dit: «Bah, en fait, moi, j'aimerais bien, pouvoir, donner des conférences auprès de nos clientes ou même, bah, auprès d'autres, cibles au nom de Ramène ta fraise. J'aimerais bien être visible auprès de la communauté, que nos femmes enfin, que notre communauté sache, qui je suis et pas être tout le temps, dans l'ombre et cachée derrière les contenus. J'aimerais, voilà, diffuser cette voix, enfin, avoir un rôle un peu de porte-parole et responsable marketing et porte-parole. Et Nina, elle a été incroyable parce qu'elle m'a dit: «Bah, franchement, je suis prête à faire ça. J'ai vraiment envie de bosser avec toi et je suis prête à faire ça et à adapter, un petit peu enfin, même adapter pas mal le poste, la fiche de poste telle qu'elle avait besoin, elle, pour combler mes besoins à moi». Et ça, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit: «Bah, en fait, là, on me fait un peu, tu sais, une offre irrésistible en marketing», tu vois? Genre, et en fait, ça comble tous mes besoins et ça répond à mes objections, tu vois? Donc du coup, je réfléchis quand même pas mal parce que c'est un sacré move et j'accepte ce CDI. Et la condition d'accepter ce CDI, c'est quand même que j'arrête tous les projets que je fais à côté. C'est-à-dire que
Ramène ta fraise me donne, beaucoup d'espace, me met beaucoup en lumière, me met beaucoup en avant, mais moi, en échange, je suis à temps plein sur Ramène ta fraise et j'arrête les projets que je fais à côté, heu, qui sont, notamment mon podcast. J'organisais des conférences, toute seule aussi qui s'appelaient «Osez réaliser vos rêves». Je donnais parfois des interventions dans des écoles, devant des étudiants et cetera et le deal, c'est un peu genre all-in sur Ramène ta fraise et pour aussi donner un peu de contexte, sur cette période-là, c'est que, au moment où je suis arrivée chez Ramène ta fraise, j'avais déjà des entre guillemets «des soucis de santé mentale». Ça fait un gros mot dit comme ça, mais en fait, heu, dès les premiers jours chez Ramène ta fraise, en fait, j'avais déjà enfin, quand j'ai rencontré Nina, j'avais déjà des, mmh, des signaux faibles, en fait, que, il y avait un truc chez moi, sur la santé mentale et que j'avais un tendance un peu à, pousser un peu trop dans les projets. Je savais enfin, à l'époque, je ne le savais pas, tu vois? Mais Nina, elle a repéré ça très vite chez moi. Et en fait, c'était un pattern qui était récurrent et je le dis maintenant, ce sera important pour le contexte, d'après. Et donc du coup, en septembre, je signe le CDI. En septembre 2024, je signe ce CDI et au début, ça se passe trop bien. Je prends, mes marques. Ça m'aide vachement d'avoir abandonné, entre guillemets, «plein d'autres projets» parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être, focus sur un truc et j'ai toujours eu l'impression de me disperser vachement et de partir dans plein de directions et de pas être assez, f tu sais, comme tous ces livres de marketing, genre one thing, avoir un seul truc, que tu fais et là, je me dis: «Non, mais c'est bon, genre, il y a un alignement entre, ce que j'ai envie de faire, là, la boîte, l'offre, c'est exactement ce que j'aime. Je fais à la fois du marketing, à la fois de la prise de parole, enfin, c'est tout ce que j'aime. La boîte est trop cool parce que je suis avec Nina et Élise et je les adore et elles me font grandir, énormément depuis, 1 an que je bosse avec elles à l'époque. Hem et puis en septembre, on commence à organiser un challenge et là, on a l'objectif de rassembler 10 000 femmes pour un challenge et on a un certain objectif de chiffre d'affaires. Et en fait, dans le contexte aussi, c'est que même si j'ai signé ce CDI, je suis encore en période d'essai. Et du coup, en fait, mine de rien, la période d'essai me fait pas mal stresser parce que je me dis: «Bah, je suis en période d'essai, donc il faut que je donne le maximum pour, mériter ma place et je sais pas parce que j'ai bossé avant que ça y est, c'est validé et cetera». Donc je pense que je me mets une pression énorme pour réussir, ce challenge, Ouais et puis il y et a atteindre nos et objectifs puis et tout. ouais et puis en fait, Nina, elle a «moulé» entre guillemets le poste, pour toi, enfin pour répondre à tes attentes en quelque sorte. Il y a effectivement les attentes de la boîte qui étaient plutôt sur la partie, responsable marketing, mais elle a quand même moulé un poste pour toi. Du coup, je pense que tu t'es mis aussi cette pression peut-être de te dire: «Bah, en fait, elle a fait ça, faut aussi que j'assure» et peut-être que aussi tu as une tendance à vouloir, enfin, le côté perfectionniste et vouloir bien faire. Donc je pense qu'il y a eu aussi, cette pression que tu t'es mise à ce moment-là, pour le challenge. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs choses qui se passent à ce moment-là, que sur le coup, je décortique pas comme ça, mais en effet, il y a à la fois la pression de la période d'essai de me dire: «Bon, OK, je suis en période d'essai, donc il faut quand même que je fasse enfin, il faut vraiment que je fasse mes objectifs parce que, ça peut déterminer, mon embauche» et mine de rien, ça me stresse. Enfin, j'aime tellement la boîte que l'idée de pas en faire partie me fait vachement stresser. Il y a le fait que j'ai pas envie de décevoir Nina parce que, elle fait tellement pour moi, pour créer ce poste que j'ai envie de lui montrer, que ça peut marcher, en fait, ce système et j'ai envie de lui montrer que, en fait, elle a fait tous ces efforts pour moi, mais moi aussi, je vais faire, plein d'efforts pour elle et que ça va enfin, que ça va marcher, quoi. Que je me dis, on peut tout avoir, tu vois? On peut avoir, et les objectifs, commerciaux, et l'accomplissement, des aspirations un peu plus profondes pour moi qui sont la prise de parole et cetera. Donc on part sur l'organisation de ce challenge et là, en fait, les difficultés commencent à arriver parce que, en fait, je me rends compte que, je me sens très vite assez débordée, par, mes tâches. J'ai de plus en plus de difficultés à m'organiser. Ce qui était toujours un pattern chez moi, hein. Concrètement, il y avait rien de nouveau sous le soleil, mais c'est juste que ça devenait de plus en plus présent et de plus en plus problématique puisque genre jusque-là, on avait toujours réussi à compenser ça un petit peu de certaines, manières. Et aussi jusque-là, j'étais alternante, donc Nina aussi, elle était, enfin son rôle, c'était plus de m'accompagner et cetera, alors qu'en CDI, tu es censée gagner en autonomie et en fait, je sens que j'arrive pas à prendre assez en autonomie par rapport aux attentes, du poste et donc ça commence à devenir vachement difficile et je sens que je commence à être vachement en retard sur des sujets, tu vois? Et du coup, enfin, ce retard, ça me crée du stress, je suis pas bien, je fais des erreurs d'inattention, donc du coup, pareil, ça crée des petits conflits, mais rien de grave, genre en mode: «Ah, il y a eu cette erreur, c'est pas normal, faut on rectifie et tout» et en fait, petit à petit, ce challenge devient très stressant pour moi parce que, tout se cumule,
de retard plus, pression, plus manque d'autonomie, plus erreur fait que, je me mets une impression. J'ai du mal à avoir les idées claires aussi sur, les sujets. Vu que je suis tout le temps en retard, et qu'en fait, je l'ai découvert plus tard, mais en fait, j'ai un TDAH, et en fait, maintenant je peux l'expliquer avec mon œil actuel, mais en fait, le TDAH, c'est beaucoup lié au fait que tu as du mal à t'organiser, tu as du mal à prioriser, tu as du mal à commencer une tâche et donc du coup, le la difficulté est difficile. Tu as du mal à commencer un projet aussi, surtout si la tâche n'a pas été découpée et n'a pas été découpée en plein de petites sous-actions, tu vas avoir tendance à procrastiner et dans un projet aussi gros qu'un challenge, il y a plein de petites sous-étapes, en fait, que je voyais pas et donc du coup, vu que je les avais pas anticipées et ben je les avais pas programmées, donc du coup, elles étaient en retard. Enfin bref, tout ça fait que je me sens très stressée et en fait, j'ai un peu une boule au ventre, de la préparation de ce challenge en me disant: «OK, on l'a fait beaucoup dans le stress et au final, on a fait nos objectifs commerciaux, mais ça nous a coûté, beaucoup de stress» et je me dis: «OK», enfin, je me dis: «OK, on a réussi à faire ces objectifs commerciaux», mais je sais que j'ai coûté, moi, beaucoup d'énergie à Élise et Lina en me manageant, si tu veux. Je me dis: «Putain, les pauvres, genre, elles ont dû un peu rattraper mes pots cassés» et aussi, je me Et rends du compte que coup, ce modèle, du coup, qu'on comprenne bien, dans ton poste, il y avait aussi cette définition des grandes étapes, sous-étapes, actions à réaliser pour ce challenge. C'était à toi de le faire, c'était pas à elle, quoi, c'est ça? en fait, c'était un peu c'est en en fait, ça aurait dû être à moi de le faire, OK. parce que c'était la définition de ce qu'on attend d'un responsable marketing, sauf Oui. que concrètement, vu que j'étais pas assez autonome pour le faire, c'était, Élise qui m'aidait à le faire. Sauf que Élise, c'est pas son job en fait de faire ça. Elle gérait les opérations et donc du coup, elle savait pas toutes les sous-étapes, du projet Mmh. et donc parfois, il y avait des étapes que moi j'aurais dû identifier, que j'avais pas identifiées et donc du coup, au moment de les faire, bah, en fait, on avait mal, mappé tout le parcours, donc on se retrouvait avec des tâches qui popaient en mode: «Ah oui, bah, en fait, ça, cette tâche, c'était 3 tâches», tu vois? Parce qu'on avait Mmh. zappé des Je des comprends. des jalons intermédiaires. Donc c'est ça qui s'est passé, en fait, ça qui a créé beaucoup de stress et donc on termine ce challenge, non sans peine, avec, pas mal de réflexions et cetera et à la fin du challenge, Nina nous invite au resto, Élise et moi, pour, qu'on célèbre, les résultats et que juste, on prenne un temps de pause pour, décompresser de ce de ce moment et en fait, à la fin du dîner, Nina me dit: «Julia, je pense que tu as tous les signaux d'un TDAH» et elle me dit: «Franchement, je te conseille d'aller, voir quelqu'un et tout» parce que, elle est, elle est assez, renseignée sur les sujets de la neuroatypie et tout. Elle a pris beaucoup la parole aussi sur ses réseaux sociaux à elle, sur l'autisme et elle m'a dit: «Je pense vraiment que tu as tous les symptômes et que c'est pas pour rien que en fait, tu te retrouves dans cette boîte parce que, on a un peu le même mode de fonctionnement» et elle me passe le le contact d'une neuropsy, pour me faire diagnostiquer et donc à ce moment-là, je prends rendez-vous avec elle et les rendez-vous mettent vachement de temps donc j'ai un rendez-vous en janvier seulement, fin janvier, Et là, et donc là, c'est mine le de mois de rien. novembre, le challenge est terminé. Moi, genre, on s'était dit finalement que j'étais pas encore prête sur le premier challenge, de mon CDI à être vraiment responsable marketing, mais à partir de décembre, je commence à prendre vraiment plus, mon rôle de responsable marketing, donc de définir des rétro-planning, de définir des budgets, de briefer, d'onboarder des freelances, de déléguer et cetera. Et donc on part en vacances pendant 2 semaines et là, je suis un peu en mode dans ma tête, tout va bien, je suis trop contente, ça se passe trop bien, responsable marketing, j'adore et tout. Hem et puis, je pars en vacances pendant 2 semaines et pendant les vacances, en fait, je commence un peu à mettre quand même la pression du challenge d'après. Parce que je commence à me dire: «OK, bah, après on va faire un autre challenge, donc il faut que je trouve the concept qui va être différent, il faut que je trouve un truc qui va être super stylé et cetera» et donc en fait, même pendant mes vacances, j'ai toujours une voix dans ma tête qui me dit: «Ah mais qu'est-ce que je pourrais faire pour», tu vois, genre surdélivrer, apporter de la valeur et Mmh. arriver à la rentrée avec un concept qui est stylé et tout et donc en fait, pendant mes vacances, mine de rien, je me mets quand même une pression assez inconsciente, tu vois? Genre, j'ai pas mon ordi ouvert, je suis pas en train de travailler, mais dans ma tête, j'ai un peu ce truc latent de: «C'est là» et en fait, on reprend, le travail, en janvier et les premières semaines, on se met direct en préparation du prochain, challenge qui est en mars et genre les premières semaines, je commence à sentir une fatigue dans mon corps, tu vois? Au début, je comprends pas trop, je me dis: «Ah, ça doit être un petit rhume, tu vois? C'est janvier, tu chopes une petite grippe, tu chopes un rhume, tu trouves des conneries et cetera» et puis, en fait, je commence à être vraiment malade donc genre, je peux plus bouger j'ai aucune énergie physique, j'arrive pas à sortir de mon lit et tout et je dis à Nina: «Bah, est-ce que je peux prendre ma journée aujourd'hui? Genre, je suis KO» et elle me dit: «Oui, oui, pas de souci». Le lendemain, j'essaie de reprendre un peu, tranquille et en fait, je sens aussi que genre,
j'ai de plus en plus de difficultés pour des choses hyper simples, genre des micro-tâches, genre contacter des gens, recruter des gens, prendre des décisions. Je n'arrive plus à faire des micro-tâches, tu vois? Je me sens vraiment, dans un brouillard, total et comme si aussi genre, bah, tu vois, le fait d'être responsable marketing, comme si je devais genre, naviguer un paquebot quoi, mais genre j'étais incapable, enfin, c'est comme si je devais naviguer un paquebot, mais j'avais pas le permis, tu vois? J'étais là genre: «Ah mais je sais pas quoi faire, mais genre je dois faire ça, mais je suis en mode mais qu'est-ce que je fais et tout?» Et en fait, à un moment, N n on a une réunion avec, Nina toutes les 2 semaines qui s'appelle «Comment ça va?» et c'est un point juste de management, qui est trop bien d'ailleurs, c'est du management un peu en mode coaching et le but de ce point, c'est vraiment genre de prendre la température de comment ça va, d'identifier s'il y a des signaux faibles ou pas et de dire, bah, de vite les rectifier, s'il y a des choses que Nina peut faire pour aider et ça, c'est un point qu'on avait depuis 2 ans et qui est, je trouve, incroyable, que toutes les boîtes devraient faire. Et en fait, Nina, à ce point, elle me dit: «Julia, ça va et tout?» Et je dis: «Bah, ouais, tranquille, là, je suis un peu fatiguée, je suis malade et tout, je pense que j'ai mes règles, mais ça va, t'inquiète et tout» et après, elle commence à me poser des questions. Donc elle va sur un je sais pas, elle va sur un site et tout et elle commence à me lire des questions et je sais pas, donc je réponds à ses questions et à un moment, je suis amusée et tout, je lui dis: «Mais c'est quoi? C'est un questionnaire de personnalité que tu me fais faire et tout?» Et en fait, elle me dit: «Non, non, Julia, c'est un test de détection du burn-out». Et là, je me dis: Quoi?» Moi, dans ma tête, je suis juste, malade, tu vois? J'ai pas du tout, de je pense pas du tout être, à risque de burn-out et en fait, elle me pose toutes les questions du test et en fait, j'ai quand même beaucoup de signes précurseurs qui montrent que tu es dans la phase, à risque, quoi et Mmh. que si tu continues comme ça, tu présentes déjà tous les signaux, pour être éligible, au burn-out. Et Donc elle me finalement, dit elle t'a fait quelque part un j'allais dire un cadeau en te tu vois, lors de cette réunion, «Comment ça va?» Alors déjà, pareil, je plus sois et je trouve ça, génial en termes de management, en tout cas et d'être, vraiment à l'écoute de, bah, du coup, tu étais salariée, donc de ses salariés et même de ses équipes, de manière plus globale. Mais déjà, quand elle t'a mis un peu, le doigt sur le TDAH, plus là, sur le burn-out, c'est d'une, bienveillance que peu de CEO ont envers leurs équipes, tu vois? Elle était vraiment au-delà de, juste, je manage et il faut que ça délivre et il faut que ça roule et machin et tout. Non, elle était vraiment à l'écoute de, comment tu allais vraiment, tu vois? C'est pas juste un, «Salut, ça va?» C'est vraiment comment tu te sens aujourd'hui et ouais, je pense que non, là, elle t'a exactement. vraiment fait un cadeau, énorme parce que tu vas nous raconter après, mais je pense que c'est aussi ce qui t'a permis de ne pas sombrer au fin fond du burn-out et de mettre, 3 ans à t'en remettre, quoi. Donc Ouais, et clairement. du En coup, fait, qu'est-ce qui se passe à ce rendez-vous après quand elle te commence à parler un peu du burn-out? Qu'est-ce qui se passe pour toi? bah, déjà, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, mais clairement, Nina, elle me fait un cadeau, énorme et genre, je la remercie, 1000 fois, parce que non seulement là, elle a vu, mais tu vois, c'était pas la première fois que ça m'arrivait. En fait, moi, maintenant, j'en rigole, mais je dis chaque année, je faisais un début de burn-out. C'est-à-dire que la première fois, on a bossé ensemble, j'avais déjà, des premiers signes de burn-out et Nina m'avait déjà mise en alerte, que j'avais tendance à me mettre dans des situations où j'acceptais trop de projets et j'étais en mode d'épuisement, tu vois? Surtout quand j'étais en freelance et que c'est moi qui choisissais Mmh. mes projets. Après en alternance aussi parce que, j'avais mon alternance plus mes cours, plus j'avais envie d'avoir des projets perso à côté, donc j'avais en fait tendance à me charger, à fond, tu vois? Et là, à ce moment-là, c'était plus trop la charge de projet qui était difficile, c'était plutôt l'épuisement qui entraînait n'importe quelle décision, qui faisait que chaque décision était difficile. Mmh. Et aussi la sensation que je faisais pas exactement, ce que j'avais envie de faire, par rapport à mes aspirations, un peu plus profondes. Ça, tu t'en es rendu Non, compte sur à le coup, quel non. moment? Non, pas sur le coup, du coup, tu te rends pas compte, sur le coup que Ouais. c'est aussi la raison Non, qui sur fait que le OK. non, sur le coup, je me rends pas compte. J'ai des petits signaux physiques, qui me le montrent. Tu vois, par exemple, j'étais allée à ce moment-là, je vais voir un spectacle, enfin je vais voir le spectacle de Léa Vigier. Elle vient de créer son documentaire et elle fait une projection à Paris devant 300 personnes et en fait, cette semaine-là, c'est la semaine où je suis malade, tu vois? C'est peut-être quelques jours avant, que Nina me dise d'aller voir un médecin pour, le burn-out et en fait, quand je vais dans cette salle, je trouve ça incroyable. En même temps, je suis pas bien parce que je me dis: «Mais en fait, j'ai envie de faire ce genre de choses», tu vois? Et je me dis: «Mais j'ai l'impression de pas être en accord avec des ambitions que j'avais et de pas aller dans le sens de ces ambitions». Et il y a une voix dans ma tête qui me dit: «Mais non, mais je suis en train d'y aller, mais c'est juste que c'est un autre chemin». Enfin,
le fait d'accepter que tu vas pas dans la direction, c'est tellement douloureux et ça demande de remettre en question tellement de choses et de prendre tellement de décisions. Enfin, tu vois, quitter un CDI, quitter Nina que j'adore, qui m'a tellement formée, qui m'a tellement apporté. Pour moi, c'est genre une forme de déloyauté, tu vois? Mmh. Heu, que en fait, tu penses que ton corps, il veut pas admettre ça sur le coup, tu vois? Ouais, je pense qu'il y a une Donc ce qui se certaine, passe après ce j'allais dire, je pense qu'il y a aussi une certaine dissociation entre accepter, ce que ton corps te dit et finalement tu as ton corps, tu as ta tête et tu sais pas trop sur quel pied danser et c'est difficile d'accepter ce que son corps nous dit, et en même ouais. temps, on sent le corps, la tête, elle finit par, ne plus pouvoir tout porter, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation que genre mon corps, il m'envoie un message que je suis fatiguée et pourtant je me dis: «Mais attends, mais je rentre de vacances, genre c'est quoi le problème?» Enfin, je me dis: «Mais je rentre de 2 semaines de vacances, j'ai déconnecté et tout, pourquoi je suis déjà fatiguée maintenant? C'est pas normal, tu vois? J'ai un problème» et donc je vais voir un médecin spécialisé du burn-out et il me fait passer des tests et tout et il me dit: «En effet madame, vous avez, des sacrés signaux de déjà, pré-burn-out, donc on va vous mettre en arrêt maladie». Et genre là, quand j'entends ça, bah, pour moi, c'est un choc, tu vois? Parce que je me dis: «Mais attends, je suis pas malade, je vais très» enfin, dans ma tête, je suis en mode: «Mais je vais très bien», tu sais, genre un peu, genre comme si on m'enfermait. Je suis en mode: «Mais laissez-moi travailler», tu vois? Oui, tu Et Nina, résistais. ça l'étonne pas du tout. Ouais, je résistais et puis c'est aussi un des signaux, des symptômes, en fait, d'être dans le déni de que ça va pas, tu vois? Et Nina, ça la surprend pas. Elle me dit: «Mais» enfin, elle se doutait et elle a eu une relation incroyable vraiment quand je lui ai annoncé parce qu'elle m'a dit: «Mais repose-toi». Enfin, elle m'a dit en gros: «Repose-toi, prends le temps qu'il te faut pour te reposer, pense pas au challenge, on gère avec Élise». Et genre cette phrase, elle m'a soulagée, incroyablement, tu vois? Parce que du coup, elles ont enfin, endossé beaucoup plus de responsabilités que ce qu'elles auraient dû, pour, m'alléger moi. Donc vraiment, elles ont été incroyables et moi donc du coup, je commence ces 2 semaines d'arrêt maladie et après, dans cet arrêt maladie, tu te reposes et tu commences un peu à te poser des questions de, bah, en fait, c'est quoi les causes? Pourquoi? Et est-ce qu'en fait, j'ai envie de me lancer à mon compte? Ou est-ce que c'est juste que je travaille trop? Est-ce que c'est juste que j'ai un mauvais équilibre de vie? Est-ce que c'est juste que je sais pas dire non aux gens? Est-ce que c'est juste que je sais pas m'organiser? Et ça se fait en plusieurs phases, tu vois? Et après toutes ces réflexions, j'en viens à me dire: «Non, en fait, c'est juste que je sais pas m'organiser, et que je mets pas assez de limites, je pense, je me mets pas assez de limites dans les projets que j'accepte et que je veux trop en faire». Mais j'adore cette boîte, en fait, j'adore cette boîte, j'ai pas envie de partir, j'adore les personnes avec qui je travaille, j'adore ce qu'on fait, on fait des challenges, on donne des soins avec des assos, enfin, c'est incroyable, j'ai pas envie de partir d'ici. Et Nina, elle me dit: «Non, enfin, je retourne de mon arrêt maladie» et elle me dit: «Non», on a une discussion à mon 1er retour de congé maladie. Elle me dit: «Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà ton TDAH fait que» ah oui, parce que j'ai pas précisé, mais pendant cet arrêt maladie, je me fais officiellement diagnostiquer du TDAH, par une neuropsy et je commence un suivi avec une psychologue aussi pour, apprendre à mieux le gérer dans mon quotidien et apprendre à voir comment je peux, bah, pas faire en sorte de me remettre dans des situations d'épuisement. Et en fait, pour la petite partie, pédagogie, psychologique, en fait, ce que j'ai compris sur le TDAH, c'est que déjà, quand c'est pas diagnostiqué, il y a des forts risques de burn-out parce que vu que tu comprends pas ton mode de fonctionnement et vu que tu sais pas, ce qui t'épuise, bah, tu vas pas, agir pour ta nature, en fait. Tu vas un peu agir tout le temps contre ta nature et du coup, ça accélère, énormément, l'épuisement. Juste ce qu'on n'a pas précisé, c'est que TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour ceux qui ne voilà, qui ne maîtrisent pas trop le sujet, Ouais, pardon, c'est hyper important de l'expliquer un peu. de le rappeler, oui. Et la 2e chose, c'est que dans des périodes de stress ou à fort enjeu, notamment, une période d'essai ou, bah, là, le fait que ce soit un challenge, en fait, il y a une pression, supplémentaire, enfin, qui crée un stress en plus qui peut avoir tendance à pousser, un peu plus sur la corde et à te mettre dans des situations encore plus difficiles. Et aussi, un autre truc par rapport au TDAH, c'est que tu as tendance à avoir une très faible estime de toi. Et enfin, nous, on est quand même sur des sujets qui sont liés à LinkedIn, qui sont liés à la visibilité, où tu as pas de il y a enfin, tu as tendance à faire un amalgame entre, ta valeur et ta visibilité et ton nombre de likes et la qualité de ton travail et donc du coup, souvent, je sais pas, s'il y a un post qui marchait pas, je vais le prendre de façon hyper personnelle ou si on fait un quand je lisais des feedbacks sur le challenge, il y avait 95 d'avis ultra positifs, mais quand il y avait des avis négatifs, je le prenais de façon ultra personnelle parce que j'avais l'impression d'avoir mis toute mon âme à l'intérieur, tu vois? Tout mon amour et tout, et donc c'est ça, en fait, il y a pas mal de sujets, d'estime de soi. Donc quand je retourne au boulot après ce premier arrêt maladie, Nina me dit: «Non, en fait, je pense que Julia,
il faut que tu prennes le temps de réfléchir. Certes, il y a des sujets par rapport à ton TDAH, à ton organisation, mais je pense qu'il y a des sujets plus profonds de, ton mode de fonctionnement, Mmh. et de tes aspirations, en fait, où toi, tu as toujours voulu faire des conférences et c'était dans ta vision et aujourd'hui, ton quotidien, c'est, d'être, responsable marketing, de gérer des freelances et c'est peut-être pas exactement, là où tu voulais être et peut-être que cette dissociation-là, elle te coûte et du coup, moi, cette discussion, elle me fait vachement réfléchir parce que en fait, ça demande de me visualiser autrement que ce que j'avais, visualisé depuis plusieurs mois qui était en CDI et de me revisualiser dans la réalité de: «OK, donc je me lance à mon compte, mais donc ça veut dire que je dois tout refaire toute seule, mais ça veut dire que j'aurai personne avec, j'aurai pas l'équipe de Ramène ta fraise pour m'aider» et tu vois? Genre on a toujours fait, les trucs, on nous voyait beaucoup toutes les 3 mais il y avait une énorme équipe, derrière dont tu fais partie aussi, heu, où on pouvait faire des grandes choses et là, tu vois? Je sais pas, il y a toutes les peurs, en fait, qui remontent de me dire: «Attends, mais je peux pas me lancer à mon compte, je suis pas prête, je j'arriverai pas, regarde, je fais déjà un burn-out, si je suis dans le salariat avec une équipe ultra bienveillante et qui prend soin de moi, donc genre si je suis à mon compte, je vais être encore pire». Enfin, bref, il y a toutes ces peurs qui remontent, hem et finalement, je pense que le fait d'être, très entourée, d'avoir un entourage, très présent aussi me fait me rendre compte que, beh, c'est aussi beaucoup la voix de la peur qui parle. C'est la peur de manquer d'argent, c'est la peur d'échouer, enfin, la peur de je sais pas, de pas retrouver ma place, de refaire un burn-out et tout qui me parle et je me rends compte que, en fait, cette envie, elle était toujours là, d'entreprendre d'être à mon compte et je me pose cette question de: «OK, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire du pire, si je me lance à mon compte et que ça échoue, qu'est-ce qui se passe?» et je me dis: «Bon, bah, en fait, le pire du pire, c'est que je sois au chômage, qu'à la limite, si j'ai pas de revenus, je quitte mon appart à Paris et je retourne vivre chez ma mère, heu» Que, je sois un peu dans une période de flou total et que j'ai un peu l'impression de rater des trucs, mais est-ce que c'est si grave, tu vois? Je me dis: «Je suis pas à la rue, j'ai la chance d'avoir une maman qui m'aime, un entourage, qui m'aime, de garder une bonne relation avec Nina, que Nina comprenne et tout», donc il y aura toujours des options et du coup, Oui et puis ce côté-là de je pense que de toute façon, les peurs, les angoisses, en fait, c'est des projections et notre cerveau généralement, il est très, très fort pour être, inventif et pour partir dans, des délires, bon voilà, il se passe absolument la catastrophe, le monde s'arrête et cetera et au final, quand tu reviens et que tu rationalises, pardon, les choses, tu te rends compte que finalement le pire qui puisse arriver, c'est pas forcément, la fin du monde et c'est pas forcément, gravissime, tu vois? Et du coup, toi, quand tu es un peu dans cette phase-là où tu hésites, où tu sais pas trop, où tu as les peurs qui arrivent et cetera, bon, déjà, je le redis, mais Nina qui t'accompagne limite, vers, vers la sortie de Ramène ta fraise puisque c'est ce qui s'est passé après, mais enfin, tu vois? Elle est venue te chercher, elle a moulé un poste et puis après elle t'accompagne, délicatement pour, te revenir à ta vision initiale. Franchement, il y en a pas beaucoup qui feraient ça, donc c'est hyper, enfin, non, clairement. tu bien tombé quoi, tu vois? Enfin, tu aurais pu tomber sur quelqu'un de malveillant et qui t'aurait poussé, au bout du bout parce qu'elle avait besoin d'une directrice marketing, absolument pour les challenges et que tu étais Ouais. formée au poste. Alors que là, finalement, tu vois, elle t'accompagne progressivement, vers, mettre le doigt sur ta vision et sur la concrétisation de ce qu'était ta vision initiale, donc Heu, je trouve ça chouette et je trouve ça beau de voir qu'il y a des managers, des CEO comme ça. Et justement, ça a été quoi le déclic pour quitter Ramène ta Fred et qu'est-ce qui t'a fait te raccrocher à ta vision initiale? Je pense que le déclic, ça a été: «C'est quoi le pire qui peut arriver?» et me rendre compte que le pire n'est pas si grave du coup. Ça m'a vraiment soulagée parce que en fait, tu te fais des scénarios catastrophes dans ta tête et tout, tu te dis, enfin, genre, tu t'imagines tout de suite, le pire parce que c'est ton mental qui prend le dessus et tu vois, genre, dans la discussion qu'on a eue sur mon départ avec Nina, en fait, elle a été encore incroyable parce qu'elle m'a dit déjà, j'avais le droit à une rupture conventionnelle, donc j'avais pas besoin de poser ma démission, donc je savais que j'avais un certain chômage. J'avais créé mon auto-entreprise depuis longtemps, donc je pouvais aussi cumuler chômage et mon auto-entreprise et ça aussi, c'est un luxe, énorme parce que, bah, c'est une sécurité en plus. Elle m'a offert un bilan de compétences. Ça, c'est, incroyable parce que, du coup, tu as un accompagnement avec quelqu'un un peu pour, retrouver ta voie
Et sinon, ce qui m'a aidée à avoir le déclic, je dirais que j'ai un de mes très bons amis que tu connais qui s'appelle Victor Maurice, Ouais. et qui a été là, qui a été très présent pour moi pendant cette période, avec qui on se parlait quasiment tous les jours et il m'a beaucoup coachée, gratuitement. En fait, il me disait: «Bon, tu sais quoi? Je viens te voir et on se prend, 1 heure et demie et on va te faire un coaching sur, bah, de quoi tu as envie, à quoi elle ressemble ta semaine idéale, c'est quoi tes aspirations et tout» et c'est vrai que j'avais vachement oublié, que j'aimais faire des podcasts, que j'aimais faire des conférences parce que j'étais tellement dans, le fait de bien réussir, j'étais tellement en train d'essayer de faire mon mieux, mon job de réseau marketing pour, être à la hauteur et être à la hauteur des attentes que je me mettais toute seule, hein, parce que clairement, bah, il y a personne qui mettait autant de pression sur moi-même que moi-même. C'est Mais ouais, souvent pour le cette cas. fan-là, pour la remercier aussi, tu vois? C'était aussi une forme pour moi de remerciement par rapport à ce qu'elle avait fait pour moi. Que j'avais presque oublié que j'adorais autant, les conférences et ouais, ça m'a vachement aidée, je dirais et aussi beaucoup le réseau. À ce moment-là, je faisais énormément de café, quasiment tous les jours. J'allais prendre des cafés avec des gens. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait un arrêt maladie entier et après quand je suis rentrée de mon arrêt maladie, j'étais encore en mi-temps. Donc j'ai repris le Mmh. travail, mais j'ai pas repris le travail à temps complet, j'ai repris à mi-temps, et du coup, le période de mi-temps m'a aidée à finaliser de prendre ma décision pour me dire: «OK, maintenant que je reprends à mi-temps, qu'est-ce que je décide de faire?» Et l'après-midi, du coup, j'avais du temps encore pour réfléchir et encore pour voir des gens et pour, hem, je parlais à plein d'indépendants, entrepreneurs et j'essayais de me dire: «Qu'est-ce que j'aimerais faire après? Est-ce que j'ai envie de faire du ghostwriting? Est-ce que j'ai envie de faire du coaching? Est-ce que j'ai envie de faire des conférences?» et tout. Mais c'était un peu schizophrène, tu vois? Il y avait un jour où je me disais, «Mais non, mais tu es folle de partir». Il y avait encore un autre qui me disait: «Non, mais fais confiance, dans le chemin, ça va bien se passer et tout». Mais voilà, en gros, c'était l'entourage plus, la question de: «Et au pire quoi?» Et au pire, rien, finalement. Au pire Au pire, rien, puisque ouais, grave, et au pire, ça se passerait bien, quoi, et au mieux, c'est oui, oui, mais et en plus, aujourd'hui, du coup, tu fais tes revenus à tes j'allais dire tes amours du début, mais en tout cas, à cette vision de la scène, de faire des conférences, de prendre la parole et aujourd'hui d'accompagner d'autres femmes à prendre la parole. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es vraiment réalignée à 100 avec ta vision? Ah, c'est une bonne question. Ah, je te Hem pose une colle là. Heu, Honnêtement, je pense pas 100 parce que, je pense qu'une vision, ça met du temps pour, se Mmh. réaliser, et que, ça se construit, brique par brique. Donc, tu vois, je pense que je suis toujours dans un chemin de garder cet équilibre, de me dire: «OK, j'ai cet épisode, je sais que j'ai une fragilité», j'ai même pas envie de l'appeler fragilité parce que je Non. pense pas que ce soit une fragilité. Je pense qu'au contraire, juste un besoin. J'ai un besoin de pas remplir mon agenda, en fait. Aujourd'hui, je sais que pour être bien, il faut que, j'ai des semaines quand même, assez light pour être bien. Mais j'ai quand même cette tendance naturelle à vouloir faire plein de projets et en fait, j'ai un peu toujours l'impression de me battre contre, ma nature, de me dire: «OK, genre mon corps, il a besoin de repos, il a besoin d'espace», mais en même temps, genre, ma tête, elle a trop envie de faire plein de projets, elle a envie de faire ça et ça et ça et donc bah, tu sais, c'est un apprentissage, c'est surtout quand c'est pas, naturel. Donc il y a ça qui fait que je suis pas encore pleinement dans ma vision et la deuxième chose, c'est que, là, j'ai créé un programme d'accompagnement pour les conférencières et du coup, bah, c'est tout le temps des choix que tu fais entre, est-ce que j'accompagne les gens ou est-ce que je me lance à 100 sur moi, mes conférences, tu vois? Et en fait, bah, il y a pas de bonne réponse, mais tu vois, c'est un choix que je me dis de, là, commencer par accompagner des gens parce que c'est ce que ça faisait très longtemps qu'on me posait des questions sur comment je faisais des conférences et comment faire des TEDx et je sentais un appel de faire ça et puis c'était aussi plus facile pour moi de me lancer sur ça parce que c'est un modèle que je connais, l'accompagnement et dans ma vision, il y a beaucoup le fait de faire des conférences d'entreprise, de je sais pas, d'animer des événements, en tant que maîtresse de cérémonie, d'animer, enfin d'organiser des podcasts en live, de créer des productions de spectacles, d'événements de plus en plus gros, dans de plus en plus grosses salles. Mais je sais que c'est un process et tu vois, c'est pour moi une vision, ça se construit sur 10 ans, tu vois? Donc je suis vraiment Mmh. pas pressée, genre je me dis, je referai le point dans 10 ans de où j'en suis par rapport à ma vision, mais plus j'interviewe des gens qui ont des grands rêves, plus je me rends compte de l'importance du temps long. Donc je pense que je suis sur le bon chemin en tout cas. Je suis pas encore, mais en tout cas, je sais que je suis sur le bon chemin et mmh et je suis aussi hyper reconnaissante, du parcours parce que, tu sais, parfois quand tu reconnectes les points, tu te dis que chaque étape, t'aide à aller exactement, plus proche de, ce qui est ta place, tu vois?
Mais je suis carrément d'accord et en fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, une vision de toute façon, moi j'ai tendance à dire ça se retravaille à minima tous les ans pour voir, justement si c'est toujours aligné, s'il y a pas des choses à venir, réajuster et là, tu vois, tu accompagnes des femmes à prendre la parole, avec, l'Académie des speakers, mais tu as tellement d'envie, de projets, mais qui s'inscrivent effectivement, comme tu le dis, dans une vision long terme et la vision long terme, bah, en fait, tu peux pas l'accomplir, en 6 mois et c'est long. Ça peut être un peu frustrant quand on a un peu cette envie de toujours, plus de projets, aller plus vite et cetera. Mais, bah, en même temps, tu peux pas aller plus vite que le temps, enfin, tu vois? Et je pense que moi, j'aime bien me dire que chaque jour me rapproche un peu plus de ma vision et chaque projet auquel je dis «oui» doit, me rapprocher un peu plus de ma vision. Parce que je sais, ce que c'est un peu l'esprit qui part, partout dans tous les sens, où tu as envie de remplir ton agenda parce que ça, c'est trop bien, tu as vu une porte ouverte, machin, tout ça. Mais à un moment donné, moi, c'est un peu mon filtre, tu vois? De quand il y a un projet qui s'offre à moi, de me dire: «Est-ce que ce projet-là, il va me permettre d'atteindre la vision que j'ai à, 5, 10 ans?» Et ça m'aide un peu à filtrer parce que sinon, pareil, je me retrouvais avec, un agenda, qui partait dans tous les sens, tu vois? Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu ressens ou en tout cas ce que tu te dis quand tu dis non à un projet, mais ça peut aider en tout cas. Non, mais carrément, je trouve que c'est hyper important ce que tu partages de filtrer tes projets en fonction de si oui ou non ils répondent à ta vision et c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer de plus en plus, même si j'arrive pas toujours. Mais en tout cas, tu vois, par exemple, un des conseils qu'on m'a donné, c'est de jamais dire oui tout de suite et de se laisser 24 heures ou 48 heures pour, répondre à une opportunité parce que c'est là que tu as le temps de décanter et ça m'est souvent arrivé de dire oui trop vite et après de me dire: «Putain, pourquoi je me suis engagée là-dedans? J'aurais pas le temps ou ça va me mettre dans la sauce et tout». Et après aussi, maintenant, je m'autorise à ce qu'on appelle, decommit, c'est-à-dire d'avoir dit oui à un truc et après revenir sur ma décision en me disant: «En fait, je suis vraiment désolée, mais je pensais que ça le ferait, en fait, ça va pas le faire». Et proposer après je propose toujours des choses par contre, je laisse pas la personne, toute seule, mais je pense parfois aussi en tant que femme, on a l'impression de dire qu'on peut plus tu sais, en fait, une fois que tu es engagée, ça y est, c'est trop tard et tu peux plus revenir en arrière et je crois que ça on a besoin de se, rappeler qu'on a toujours le choix et que tant que c'est pas fait, c'est jamais trop tard et vaut tellement mieux enfin, les gens, ils comprennent, en fait. Si tu leur donnes ton contexte, Mais franchement, oui, ils comprennent des fois on se et fait enfin des fois on se fait toute une montagne, mais juste t'expliques les choses. Moi, je pars du principe qu'on peut tout dire, ça dépend de la manière dont on le dit. Et typiquement, je fais exactement, ce que tu fais, c'est que généralement quand il y a un projet, alors pas tout, mais quand il y a un projet où je sais que d'avance que ça va nécessiter du temps, de l'investissement, des ressources et cetera, je dis, dans sur le principe, sur le papier, c'est un oui, mais par contre, je te confirme, ça dépend, hein, soit c'est une semaine si c'est un énorme truc ou je te confirme, d'ici, X jours, et moi, ça me laisse le temps de mon côté de faire 2 colonnes sur une feuille de papier, les pour, les contre. Qu'est-ce que ça implique de positif, mais qu'est-ce que ça va me demander comme effort? Et après chacun met l'effort, en fonction de soi, hein. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être, des contraintes, et cetera. Mais faire cet exercice des 2 colonnes, moi, ça m'aide vraiment à rationaliser ma décision, et surtout à être, 100 en phase avec ma décision. Parce que quand tu dis «oui» à tout, toutes les décisions, auxquelles tu dis «oui», bah, en fait, c'est pas forcément un «oui» qui vient du cœur, c'est juste un «oui» parce que, sur le moment, ça t'a plu, quoi. ouais, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Et si, là, on a parlé un peu de comment tu es revenue, à ta vision initiale et ce qui s'est passé, pour toi. S'il y avait quelqu'un, qui était dans un que ce soit un poste en CDI ou dans l'entrepreneuriat, qui sentait qu'au fond d'elle ou de lui, ça allait pas, qu'il ou elle était en train de se trahir, pardon, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour justement revenir à sa vision et reconnecter avec ses aspirations? Ouais, hem, très bonne question. Moi, ce que je dirais, c'est que, ton corps, il t'envoie des messages, et que si tu les écoutes pas, il t'en enverra d'autres et il t'en enverra d'autres et de façon de plus en plus puissante jusqu'à ce que tu veuilles plus l'écouter et quand tu veux plus l'écouter, c'est un burn-out. Et en fait, mon conseil, c'est d'être beaucoup à l'écoute des signaux du corps,
qu'en fait, quand tu as la boule au ventre, c'est un signal. Quand tu as du mal à dormir, c'est un signal. Quand tu te réveilles le matin et tu es tout le temps fatigué et que tu as pas d'énergie, c'est un signal. Hem Et ces signaux du corps, ils sont tout aussi importants, voire plus importants que les pensées. Parce que nos pensées, bah, elles sont teintées de peur et cetera et et le corps, en fait, il a une intelligence, propre. Donc ouais, je dirais aux gens de se reconnecter à leur corps. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me faire coacher. C'est de pas rester dans ma tête et d'avoir, des personnes, en fait, qui me renvoyaient, enfin, qui me faisaient sortir de ma tête et qui me faisaient sortir et verbaliser des aspirations. Par exemple, je me rappelle un des coachings avec Victor, ce qui m'a marqué, c'est un coaching qui m'a aidée, c'est de me dire: «En fait, j'ai pas envie d'être freelance, j'ai envie d'être solopreneuse» et ça a changé pas mal de trucs dans ma vision, parce que freelance, c'était un peu genre écrire des posts pour les autres, faire une stratégie marketing pour les autres, écrire des newsletters pour les autres et cetera et en fait, je me suis dit: «Non, non, en fait, moi, j'ai envie d'avoir mon programme, mes ressources» et en fait, ça a changé plein de choses, en fait, dans ma posture et cetera. Donc ça, déjà, ça m'a aidée. Donc deuxième chose, après moi, je me suis fait vachement accompagner au-delà du coaching, mais j'ai fait un peu, full package, je suis allée voir, la psy, j'ai vachement investi dans des diagnostics, investi dans des séances de psy qui m'ont fait vachement de bien pour comprendre des schémas. Et qui m'ont tu vois, c'est un travail, mais de pas répéter certains schémas, d'épuisement, en fait, d'essayer de comprendre aussi pourquoi je me mets dans la situation par rapport au travail. Qu'est-ce que j'essaye de me prouver, en fait, en travaillant plus, en ayant plus de projets? Qu'est-ce que je cherche à combler comme besoin et comment je peux combler ce besoin peut-être sans travailler plus par exemple? Donc ça, est-ce que j'ai d'autres conseils? En fait, c'est aussi des conseils d'oser avoir des discussions difficiles parce que, moi, je sais que ces discussions avec Nat m'ont fait vachement de bien et tu as toujours peur d'avoir ces discussions est-ce que enfin, de parler du départ parce que tu as peur de comment la personne va réagir, heu, mais tant que tu en parles pas, en fait, tu restes dans ta tête et tu sais pas tes options. Donc moi, j'ai eu masse de chance d'avoir une personne aussi compréhensive et d'avoir un pack de départ, enfin, Nina, elle m'a tout facilité pour que je puisse partir, de la manière la plus optimale et j'ai, plusieurs amis qui ont pas eu cette chance et qui ont dû poser leur démission parce que leur employeur voulait pas de rupture conventionnelle et qui ont pas eu de chômage après. Mais quand, en tout cas, on sent qu'il y a un terreau fertile, hem, oser poser cette discussion parce qu'il y a plein d'autres enfin, il y a plein d'options qui peuvent être trouvées sans que ce soit forcément un départ. En fait, je pense que dans certains cas, c'est pas forcément qu'on a envie de partir de la boîte, c'est juste qu'il y a certaines, choses qui ne nous correspondent plus et et de se dire parfois c'est pas, le but c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est de se dire: «OK, quels sont les paramètres qui font que dans ces circonstances-là, je suis plus bien et qu'est-ce que je pourrais rectifier ou changer? Peut-être que c'est que j'ai besoin d'aller au bureau plus souvent parce que le contact humain, il me manque. Peut-être que j'ai besoin d'avoir des limites plus strictes et d'avoir une routine de travail ou de reprendre le sport parce que je sens que mon corps est fatigué et que j'ai besoin de retrouver mon énergie. Hem, donc voilà, ouais, si je synthétise, c'est écouter son corps, se faire accompagner, psy, coach, bilan de compétences, voir les 3 et avoir des discussions avec les personnes qui peuvent vraiment nous aider et aussi, ce qui m'a aidée, c'est de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire avant de partir, de pas partir, enfin, il y a un peu des discours maintenant genre, «Vas-y, quitte ton CDI, lance-toi, même si c'est pas ce que tu veux faire et tout», Enfin, moi, c'est quand même important de rappeler que je me suis lancée, mais ça faisait quand même 4-5 ans que j'avais mon auto-entreprise à côté. J'avais déjà construit une communauté. Je suis pas partie sans savoir enfin, je savais que j'allais pouvoir, rebondir et ça, je pense, c'est important aussi de s'assurer qu'on a la possibilité de partir et qu'on a construit des bases assez solides à côté pour voler de ses propres ailes, quoi, d'une certaine manière. Oui et puis, c'est pas enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas, quand on veut, on peut, quoi. C'est non, là, tu as Oui. pu le faire parce qu'il y avait, ce contexte, tu avais déjà l'expérience de l'entrepreneuriat, tu avais, le départ, de Ramène ta fraise, qui était, optimal, en tout cas qui a été organisé pour que ce soit le plus simple, et le plus facile pour toi. Et je pense que je te rejoins sur le fait d'écouter, les signaux du corps. Tu en as déjà cité, plusieurs, mais moi je rajouterais aussi si l'eczéma, les tout enfin tout ce qui est, tu sais, au niveau de la peau, ça je sais que moi ça m'a bien alertée, de me dire: «OK, là tu es pas au bon endroit, tu es pas à la bonne place, au bon moment et que c'est pas pour toi» et tu vois, je pense que s'écouter, ne pas faire l'autruche. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, Mmh. mais en tout cas, tu le dis très bien et je pense que c'est très juste. Mais en tout cas, merci beaucoup Julia d'avoir partagé, cette expérience qui, je pense, bah, t'a permis d'être là aujourd'hui et d'être là où tu enfin, de faire ce que tu fais, aujourd'hui.
où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut suivre, peut-être, si, celles et ceux qui nous écoutent ont envie de rejoindre l'académie des speakers, où est-ce qu'on peut te contacter? Ouais, vous pouvez me retrouver, sur LinkedIn, Julia Cantarajou, c'est là que je communique exclusivement. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Julia Wonders, ou l'Académie des speakers, là où je lancerai une prochaine promo, en mars 2026. Super, merci beaucoup Julia. Bah, merci à toi Lola pour m'avoir, offert cet espace de parole. Je t'en prie, à très vite.